Merci. Donc, merci de m'avoir invité pour discuter avec vous de l'équilibre hydrosodé à partir... Je vais finir par y arriver. Ça, c'est l'âge. Donc là, j'ai plus rien à faire, j'ai qu'à avancer. Merci. Donc voilà. Quels nouveaux outils pour... mais c'est... Ah, voilà. Merci. Bon, ok. Donc on reprend. Quels nouveaux outils pour gérer la balance hydrosodée? Alors, on va essayer de diviser l'exposé en 3 parties. La première partie, c'est finalement le sodium dans l'organisme. Est-ce qu'il y a du nouveau? Deuxièmement, comment apprécier la balance sodée? Et puis finalement, comment la gérer avec des nouveaux outils au besoin. Eh bien d'abord, l'anatrémie, eh bien vous savez tous que l'anatrémie, c'est une constante dans l'organisme et vous voyez qu'aussi bien la variabilité intra-individuelle que la variabilité inter-individuelle est très faible. Donc si c'est très faible, c'est que c'est probablement quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qu'on voit en dialyse? Eh bien, si on regarde les patients avant dialyse et après dialyse, on voit que la variabilité est toujours très faible, surtout la variabilité interindividuelle, mais qu'on a quand même une variabilité un peu plus grande avant dialyse. Et si on le représente en histogramme de répartition, eh bien vous avez cet histogramme qui peut quand même un peu interpeller, c'est-à-dire qu'avant dialyse, vous avez une belle répartition gaussienne, avec quand même des patients qui arrivent en dialyse avec des natrémies qui sont autour de 136, voire un peu plus bas. Et puis, après dialyse, eh bien, vous avez une répartition qui est plus étroite, et c'est normal, et qui va avoir des pics autour de 138-140, c'est-à-dire que la natrémie post-dialyse va se rapprocher de la concentration en sodium que vous avez choisie pour votre bain dialytique. Alors, on sait tous que le capital sodé, c'est bien sûr ce qui va régler le volume extracellulaire. On sait tous aussi que la natrémie, c'est un marqueur de l'osmolalité et que finalement, quand notre natrémie va augmenter, notre osmolalité va augmenter, qu'il va y avoir 2 types de réponses, une réponse de type ADH et une réponse de type soif. Mais quand on regarde les choses, eh bien on voit qu'on ne déclenche pas tous notre ADH et notre soif pour 280 milliosmoles, mais que finalement, certains déclenchent un peu plus haut, certains déclenchent un peu plus bas, et cette variabilité sera sûrement à prendre en compte dans notre gestion de la balance hydrosodée. Un point qui est peut-être nouveau et moins connu, c'est qu'à côté du sodium osmotique et du sodium volémique, il existe un sodium de signalisation, c'est-à-dire un sodium intratissulaire, qui est difficile à apprécier, qu'il faut aller traquer par des méthodes d'IRM, mais qui est un sodium informatif, c'est-à-dire, vous le voyez, il va réagir avec des facteurs de transcription, il va réagir avec, par exemple, du vascular endothelial growth factor, et on sait que si on arrive à diminuer, qu'il y a une relation entre ce sodium tissulaire et ces facteurs informatifs qui peuvent être impliqués après dans le remodelage vasculaire. Et on sait aussi que finalement, ce sodium tissulaire, on peut le diminuer par des méthodes d'épuration extra-rénale, mais attention, cette baisse de sodium tissulaire n'est en rien corrélée avec la baisse du sodium osmotique ou du sodium volémique, c'est-à-dire le sodium qu'on retire du volume extracellulaire. Donc là s'ouvre un grand champ d'exploration. Donc le sodium dans l'organisme, on connaît tous le capital sodé, sodium volémique, l'anatrémie, sodium osmotique. On sait que la variabilité intra-individuelle est faible, donc il faut la respecter. Et on sait qu'il existe maintenant un sodium tissulaire qui va être un sodium informatif. Alors, comment apprécier la balance sodée? Eh bien évidemment, alors même si on a bien noté dans la présentation précédente que les médecins n'avaient raison que de 14%, eh bien quand même, le premier signe d'évaluation de la balance hydrosodée, ça restera la clinique. Et puis après, on peut faire appel à des marqueurs qui vont nous aider, mais peut-être seulement nous aider. Des marqueurs biochimiques, au premier rang desquels les peptides natriurétiques. On sait qu'ils vont finalement varier avec la volémie, mais attention, beaucoup de facteurs confondants, l'insuffisance rénale chronique elle-même, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les fractions d'éjection. Il y aura des marqueurs non spécifiques. M. Saki a déjà parlé de la CRP. Il y aura bien sûr l'impédance métrie.
Il y aura ensuite les méthodes d'échographie, mais les méthodes d'échographie dont je ne parlerai pas, que ce soit la veine cave inférieure ou l'échographie pulmonaire, eh bien ça nécessite un opérateur entraîné. Il y a toujours des variations possibles entre les opérateurs. Et puis après, on a les méthodes qui vont nous permettre d'apprécier le volume circulant et uniquement le volume circulant, et la réduction du volume circulant, soit en regardant les variations d'hématocrite, soit en regardant les variations de protéines. Et bien sûr, ce sont des méthodes qui ne répondent qu'en pourcentage de réduction et qui ne considèrent que le volume circulant. Alors, regardons brièvement les marqueurs cardiaques. Eh bien oui, bien sûr, le BNP va augmenter, et augmenter de façon caricaturale, enfin, les peptides natriurétiques, que ce soit le NT-proBNP ou le BNP, ils vont augmenter de façon caricaturale avec la surcharge volémique. Ce ne sont pas les seuls. Vous voyez que la troponine aussi augmente. Bon, il y a un facteur de remodelage vasculaire à prendre en compte. Le NT-proBNP augmente. Mais attention, ce NT-proBNP n'est pas un reflet direct de la surcharge volémique. Il y a des facteurs confondants, je l'ai dit, l'hypertrophie ventriculaire gauche et l'insuffisance cardiaque, le déficit de fonction ventriculaire gauche en elle-même. Regardez cette étude. Si vous êtes ici avec des patients qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, que vous soyez sans surcharge ou que vous soyez avec une surcharge, si vous n'avez pas d'insuffisance ventriculaire gauche, vous ne verrez pas grand-chose avec le NT-proBNP. Si vous avez une insuffisance ventriculaire gauche avec un faible niveau d'hydratation, vous aurez une différence, mais elle n'est pas caricaturale. La relation caricaturale que vous allez avoir, c'est si vous avez à la fois une surcharge volémique et une insuffisance ventriculaire gauche. Alors là, vous verrez des variations énormes. Souvenez-vous aussi que le NT-proBNP ou le BNP ont des variabilités intra- et interindividuelles importantes. Pour être sûr que vous avez deux valeurs de BNP ou de NT-proBNP différentes, eh bien, il faut pratiquement qu'elles soient multipliées par 2. Et par 2, que ce soit pour le BNP ou pour le NT-proBNP. Et si on regarde ce qui se passe en hémodialyse, le RCV, c'est la variabilité totale. Intéressez-vous plutôt à ça, à la variabilité intra-individuelle. Eh bien, vous voyez que si vous considérez le BNP ou le NT-proBNP, vous avez la même variabilité intra-individuelle de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez votre volémie par un peptide natriurétique, il faut que vous ayez, pour que ce soit significatif, de grandes variations de BNP ou de NT-proBNP. Et deuxièmement, il faut que vous ayez un référentiel. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez une étude cinétique, puisque chaque patient va avoir un taux de BNP ou de NT-proBNP différent en fonction de sa masse ventriculaire, ne serait-ce que ça. Et c'est un peu là ce que fait Chazot à Lyon, qui montre que d'abord, dans un premier temps, la prise en charge de dialyse peut diminuer le NT-proBNP ou le BNP, et qu'après, dans son suivi, eh bien, s'il voit un peptide qui augmente, attention, il se passe quelque chose. Il n'est pas sûr que ce soit une surcharge volémique, mais il se passe quelque chose, donc il faut poursuivre les évaluations. Donc vraiment, c'est une aide et pas un diagnostic formel. Le deuxième point que je voudrais discuter, c'est la bioimpédancemétrie. Alors, est-ce que la bioimpédancemétrie est supérieure à la clinique? Il y a une étude qui est bien faite, qui est randomisée, qui considère 130 patients, environ 65 patients dans chaque groupe. Et puis après, ils vont regarder, donc, en suivant la bioimpédancemétrie, et ils vont regarder les survies et les événements après 2,5 années de suivi, et puis une autre année sur laquelle ce ne sera plus randomisé. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe premièrement que les patients qui sont suivis par bioimpédancemétrie ont pu baisser leur surcharge volémique, alors que les patients qui ont été suivis cliniquement ont eu tendance à augmenter leur surcharge volémique. Si on regarde maintenant un autre marqueur peut-être, qui est la vitesse de l'onde de pouls, eh bien on voit que ceux qui ont été suivis cliniquement ont augmenté, alors que ceux qui ont été suivis par bioimpédancemétrie, eh bien la baisse de la surcharge volémique a permis
d'améliorer la vitesse de l'onde de pouls. Donc on a quelque chose qui serait positif, et c'est prouvé. Alors ça, c'est d'une force un peu, sur 130 patients, c'est un peu osé, hein, puisqu'on a 8 et 1, mais les statistiques nous disent c'est significatif, donc il y aurait une amélioration du pronostic de ces patients. Je pense que ce qui est plus démonstratif, c'est cette récente méta-analyse où on voit que les patients qui ont été suivis sur lequel l'overhydratation, la surcharge volémique a été appréciée par impédance-métrie, ont une meilleure survie. Là, on est quand même sur des chiffres plus importants, avec près de 60 000 patients suivis. Alors, cette diapo a été déjà montrée par M. Scali, et qui dit que finalement, cette surcharge prédialytique va dépendre de plusieurs facteurs, du gain interdialytique et de l'état en post-dialyse. Et on ne sait pas finalement si en post-dialyse, on est vraiment au poids sec ou non, si on est en hypovolémie relative ou si on est encore en surcharge. Et donc, est-ce qu'il y a un intérêt de l'impédance-métrie pour apprécier cette éventuelle surcharge en post-dialyse? Eh bien, là aussi, la réponse est oui. Donc, c'est cette diapo qui a été aussi montrée par M. Scali qui vous montre que, effectivement, la surcharge en post-dialyse, si on laisse les patients en surcharge volémique, eh bien, il est évident qu'ils seront moins bien que si on arrive à avoir le volémie. Alors, c'est un peu comme pour les peptides natriurétiques. L'impédance-métrie est une aide, mais c'est un faisceau d'arguments, il faut l'intégrer dans notre démarche clinique. Cette diapo aussi a été montrée par M. Scali, mais vous voyez que finalement, les patients qui sont en surcharge volémique ont une survie moins bonne que ceux qui sont normaux volémiques, mais vous voyez aussi qu'il faut considérer non seulement la surcharge, mais aussi les chiffres tensionnels. Donc ça s'intègre dans une démarche clinique, et ça s'intègre aussi dans une démarche clinico-biologique, puisqu'on va croiser la surcharge volémique et un marqueur indirect de surcharge qui peut être la CRP, et aussi un marqueur de surcharge qui peut être les peptides natriurétiques, et évidemment ceux qui ont à la fois des témoins d'impédance-métrie de surcharge et des témoins biologiques de surcharge sont ceux qui auront la moins bonne survie. Donc en conclusion de cette deuxième partie, eh bien on peut dire que j'ai fait une bêtise encore. Voilà, que la recherche de l'état d'hydratation va dépendre d'un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et impédance métrique. Les biomarqueurs cardiaques dépendent de la surcharge, mais aussi de l'HVG et de la fonction VG. Une approche cinétique est nécessaire pour ces marqueurs. La bioimpédance-métrie identifie la surcharge volémique et prédit les comorbidités. La valeur de la volémie en post-dialyse reste certainement à définir. Et puis après, il faudra privilégier une approche combinée. Alors maintenant, comment gérer la balance sodée? Eh bien, vous avez des approches classiques qu'on nous a appris depuis nos plus jeunes années, et puis après, peut-être des approches guidées par le générateur. Les approches classiques, bien, c'est évidemment d'allonger le temps de dialyse. On le sait tous, si on veut enlever de l'eau et du sel, ben, c'est plus facile si on prend des dialyses longues que si on prend des dialyses courtes, et on sait que chaque fois qu'on allonge le temps de dialyse, eh bien, on peut améliorer la mortalité. Donc, augmenter la durée des sessions. Pourquoi augmenter les durées des sessions? Eh bien, ne serait-ce que pour ça, que si on a un volume à enlever sur un temps réduit, eh bien, il faut faire des UF horaires beaucoup plus importantes que si on le fait sur du temps long. Et vous savez tous, d'après les études de Fleet, que finalement, si on est entre 10 et 13 millilitres par heure par kilo, c'est à peu près correct, mais que si on dépasse 13 millilitres par heure et par kilo, eh bien, on cherche un peu les ennuis si on fait de l'UF linéaire. Allonger le temps de dialyse, diminuer le temps interdialytique. Cette étude montre clairement que finalement, les accidents cardiovasculaires et la mortalité, ben, ça survient surtout quand on est dans le week-end, c'est-à-dire quand on a une durée interdialytique un peu plus longue. Donc, on améliore les temps de dialyse,
on maintient une diurèse résiduelle. La diurèse résiduelle, c'est au moins enlever du sodium, environ 20 millimoles. Et pour garder une diurèse résiduelle, eh bien, ne pas hésiter, bien sûr, à utiliser des diurétiques. Et on voit, même actuellement, en 2019, que finalement, l'utilisation de diurétiques de Lens peut améliorer l'état de vos patients. Et puis, bien sûr, ce qui reste toujours d'actualité, c'est de maîtriser les apports en sel. Alors ça, ce sont les méthodes classiques. Est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent... Est-ce que le générateur peut nous aider? Deux choses, le volume sanguin résiduel et puis ensuite la dialyse isonatrique. Donc en fait, le volume sanguin résiduel, c'est de se dire, je vais surveiller mon hémoconcentration en regardant la variation de l'hématocrite ou des protéines. Si l'hématocrite augmente, c'est que je me concentre. Donc, je peux ensuite essayer d'adapter mon UF à cette hémoconcentration en définissant un volume sanguin résiduel critique, c'est-à-dire en dessous duquel le patient va devenir symptomatique, des crampes ou des chutes de tension. Et puis après, je vais coupler l'UF en ligne sur un VSR idéal qui va correspondre à environ 3% au-dessus du VSR critique. Ça veut dire que dans ma prescription de dialyse, je vais devoir, bien sûr, prescrire la perte de poids, prescrire une UF maximale que j'appliquerai en début de dialyse, et puis prescrire un VSR critique. Donc finalement, dans cette partie-là, dans cette partie initiale, je vais appliquer une UF maximum dans laquelle l'UF va être supérieur au refilling, donc je vais me concentrer, mon volume sanguin résiduel va diminuer autour de 86-90%. Après, j'ai une période qui va être stable. Dans ces cas-là, je couple l'UF au refilling, c'est-à-dire qu'en fait, mon UF est égal au refilling, mon volume sanguin résiduel est stable, je suis normalement dans une période qui est à peu près de confort. Attention, s'il arrive un moment où mon UF redevient supérieur au refilling, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réserve dans le volume extracellulaire, eh bien là, je suis au VSR critique et je risque les ennuis. Alors, pour apprécier ça, la première chose qui a été proposée, c'est de regarder uniquement la pente. Si vous aviez une pente qui était trop plate, ça voulait dire que vous pouviez toujours pomper malgré votre UF maximale, vous étiez en surcharge et vous voyez que la survie est mauvaise. Quand vous avez une pente plus aiguë, mais pas trop aiguë quand même, et sinon vous risquez le désamorçage, eh bien vous avez une meilleure survie. Ça reste un peu empirique, et je pense que ce papier de Priscilla Preciado améliore les choses, c'est-à-dire qu'en fait, elle va définir des temps de volume résiduel à obtenir à la première, à la deuxième, à la troisième heure de dialyse. Vous voyez que à la troisième heure de dialyse et à la fin de dialyse, vous voyez que les volumes résiduels sont pas dramatiques, on est entre 86 et 92, c'est pas la peine d'aller chercher les ennuis, et on voit que si les patients sont dans cette cible, ils ont un meilleur pronostic que s'ils sont en dehors de la cible. Et quand ils sont en dehors de la cible, eh bien, la majorité du temps, ils sont au-dessus de la cible. Alors, ça veut dire qu'il faut définir le VSR. Le VSR, c'est quelque chose qu'il faut définir prudemment en regardant les dialyses précédentes de 3 à 6. Et ça va dépendre évidemment de votre âge de patient, de vos conditions cardiovasculaires. Attention, les VSR trop bas, c'est quand même un peu risqué. Si on se tient aux recommandations, si on a un VSR qui va être raisonnable, eh bien on voit qu'on peut diminuer les incidents perdialytiques, les hypotensions perdialytiques avec ou sans intervention de l'infirmière. Dernier point, quel sodium prescrire? Eh bien, quel sodium prescrire? Là, c'est difficile aussi. Il faut préserver la volémie, ne pas se retrouver en trop grande hypovolémie, en particulier perdialytique. Il faut minimiser les apports, les changements osmotiques, parce qu'autrement, on stimule la soif et on a un gain interdialytique. Et puis après, maintenir une balance sodée correcte. Alors, c'est difficile, pourquoi? Eh bien parce que vous avez ça. Si vous avez des patients qui sont bien à 136 et que vous leur mettez un bain à 140, qu'est-ce qui va se passer? Ils risquent d'avoir soif, ils risquent de boire et ils risquent de prendre du poids entre les dialyses. Alors, le sodium en dialyse, là, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, dans le dialysa, c'est facile. Vous n'avez que de l'eau et du sel. Donc ça, c'est simple à doser. Par contre, dans le plasma, il n'y a pas que de l'eau et du sel. Il y a de l'eau, il y a des protéines, il y a des lipides.
Donc il faut corriger le sodium plasmatique par l'eau plasmatique. Ensuite, il y a du sodium qui va être lié aux protéines, il n'est pas échangeable. Il y a du sodium qui va être retenu par les protéines parce que les protéines sont négatives. Et donc, en fait, dans le plasma, votre sodium échangeable est aux alentours de 96 à 97%. C'est-à-dire que quand vous avez un sodium mesuré de 140 millimoles, eh bien vous avez un sodium échangeable qui est de 136. Et puis, sur votre sur votre générateur de dialyse, vous avez deux indications. Vous avez la conductivité. La conductivité, elle représente vraiment le sodium aqueux, le sodium du bain. Et puis après, vous avez un sodium prescrit. Ce n'est pas le sodium du bain. C'est un sodium anticipé sur ce que vous aurez normalement à la fin de la dialyse et qui tient compte du sodium échangeable. Donc ne vous amusez pas, enfin vous amusez si vous voulez, mais si vous dosez le sodium, vous n'aurez jamais celui-là. Hein. Après, ça va dépendre de vos méthodes de dosage de sodium dans votre laboratoire. OK. Alors, quand vous voulez enlever du sodium, vous allez en enlever par une méthode diffusive et par une méthode convective. Par la méthode diffusive, elle va dépendre de la dialysance ionique et puis après de la différence entre le sodium plasmatique et le sodium du dialysat que multiplie le temps de dialyse, bien sûr. Le convectif, vous allez enlever l'eau plasmatique, donc vous allez enlever la concentration de sodium. Quelques exemples. Si j'ai un type qui a un sodium plasmatique à 140, un bain à 140, là on a mis 140,2, vous voyez que la part diffusive, elle est faible et que votre sodium, vous allez l'enlever essentiellement par la part convective. Si maintenant je prends un patient qui est à 140, mais que je lui mets un bain à 136, eh bien vous voyez que là j'augmente mon gradient sodique. Donc je vais avoir une part diffusive de mon extraction de sodium plus importante et donc ma balance sodée va être nettement améliorée. Par contre, si j'ai un patient qui est à 136 mais que je lui mets un bain à 140, eh bien dans une première partie, la partie diffusive va charger mon patient en sodium et je vais donc diminuer mon effet bénéfique, je vais atténuer l'effet bénéfique de la convection. À partir de ça, l'idée est venue de se dire, voyons, pendant les premières parties de la dialyse, si mon patient est inférieur au sodium du bain de dialyse, eh bien je vais charger mon patient ici, je vais avoir un gradient positif ici, et donc pourquoi ne pas imaginer que je vais assigner le taux de sodium dans le dialysat au taux de sodium dans le plasma, c'est faisable avec des mesures de conductivité. Ce gradient positif de sodium, il est imaginé ici. Vous voyez bien qu'un patient qui est arrivé à 136, j'ai pris un sodium à 140, je l'ai chargé en sodium, et vous voyez qu'au cours du temps, le gradient sodique a diminué au cours de la dialyse. Donc en fait, je peux maintenant imaginer que je vais mettre une dialyse isonatrique, c'est-à-dire que je vais mettre un bain de dialyse selon le sodium du patient. Ça peut être fait par des algorithmes. Et vous voyez ici cette étude déjà ancienne. Eh bien, vous voyez que si j'aligne mon sodium sur le patient, eh bien le gain de poids interdialytique sera plus faible et j'améliorerai aussi les conditions tensionnelles. Je peux aussi, cette étude est confirmée par cette étude de Locatelli où je vois que je peux aussi, en faisant une dialyse isonatrique, diminuer les incidents hypotensifs perdialytiques. Donc en fait, cette dialyse isonatrique, elle pourra bientôt être disponible en utilisant des algorithmes qui inféoderont le bain sodique au sodium du patient. Voilà, donc pour conclure, il nous reste à dire que la balance sodée peut être gérée par des moyens classiques, la diurèse résiduelle, le programme dialytique, le régime, et puis par des nouveaux outils que donnent les générateurs, le monitorage du volume résiduel et la dialyse isonatrique. Merci de votre attention. Merci pour cette belle présentation qui a résumé un petit peu les problèmes journaliers. Et donc là, on va donner... C'est Tarek. Donc on va donner la parole à la salle. Tarek, tu peux... Il arrive. Bonjour. Alors en fait, j'ai
En fait, j'ai deux questions. Donc, la première concernant le BNP. Donc, il y a plusieurs études qui étaient un petit peu controversées concernant l'utilisation du BNP en tant que marqueur de la surcharge volumique. Est-ce que vous considérez que le BNP peut être utilisé d'une manière fiable? Est-ce que c'est un bon marqueur de surcharge volumique? La deuxième question, en fait, nous en pratique, on utilise la clinique pour apprécier le poids sec, en général, la plupart des néphrologues, mais je pense qu'on peut utiliser combiner plusieurs méthodes pour s'approcher du poids sec. En fait, je propose en fait que les néphrologues, la plupart des centres ont des échographes, on peut former les néphrologues pour faire l'échographie pulmonaire et apprécier le diamètre de la veine cave et combiner toutes ces méthodes pour s'approcher un petit peu du poids sec idéal. Merci. Alors, pour le BNP, pour le BNP, je peux vous répondre, effectivement, ça dépend de la façon de l'utiliser. Un BNP suspendu, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si vous avez une cinétique, c'est jouable. Donc nous, on le fait tous les 3 mois, hein, ça, c'est pas la peine de le faire plus. Je crois que Chazot le fait tous les mois. Voilà, bon, c'est juste un élément relatif. Ensuite, votre approche, une approche globale avec plusieurs outils, oui. Nous, l'écho pulmonaire et la veine cave, on l'a pas. Donc on s'est tourné plutôt vers des outils de type impédance-métrie ou non. Ça dépend de votre disponibilité et de votre entourage. Enfin, Pour l'échographie pulmonaire, nous, on l'a utilisé à un certain moment dans le cadre d'une étude donc, prospective, et donc ça a duré quelques semaines. Et on a choisi de ne pas continuer à la faire, même si l'échographie est disponible. Pour quelle raison? C'est que les lignes qu'on voit à l'échographie ne sont bien visibles et reproductibles que si la surcharge est très importante. Donc, elle ne permet d'éliminer que les surcharges très importantes qu'on peut éliminer par d'autres moyens. Et finalement, ça ne sert que dans le cadre d'études. Et la veine cave, c'est plus pour les déficits. Non? Oui, tout à fait. J'ai une question simple pour M. Christol. Quelle est la valeur de l'anatrémie avant la séance d'hémodialyse, puisqu'on ne sait même pas comment est réguler l'anatrémie au quotidien, surtout particulièrement chez les gens qui sont anuriques. Et pour Farid, quand vous avez comparé les différentes techniques pour évaluer le poids sec, la surcharge, est-ce qu'on avait tenu compte de la diurèse résiduelle ou pas? Et je pense que j'avais lu rapidement l'article là une fois, il y avait une sous-utilisation des diurétiques, ou alors une répartition qui n'était pas très... je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Donc effectivement, les remarques c'est bien ça. Le taux d'utilisation des diurétiques était faible et donc le fait d'avoir une diurèse résiduelle faisait qu'on faisait plus partie de la catégorie donc qui était plus proche de la normalité en termes de volémie, mais pas forcément dans l'intervalle moins 1,1 plus 1,1, ce qui faisait que le médecin avait tendance à sous-estimer la surcharge quand quelqu'un gardait une diurèse et finalement même chez ceux qui ont une diurèse, on a intérêt à faire des mesures exactes plutôt que de se baser sur l'évaluation clinique. Alors, la première question, comme toute question, quand on dit une question simple, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Donc, c'est comme le sujet normal. Le sujet normal, c'est pas 140. Vous en avez qui sont à 138, vous en avez qui sont à 141, vous en avez qui sont à 136. Donc, il faut considérer cette variabilité inter-individuelle. Par contre, le patient, en intra-individuel, il a une variabilité très faible. Donc, si vous avez des patients qui ont l'habitude d'être à 138, c'est bon. Et si vous leur mettez un bain à 140, vous allez les charger. Et vous allez après, à la fin, s'il va être à 140, il va avoir soif. Parce que lui, il vit sur 138. D'accord? Son osmolalité de base, en fait, c'est pas le sodium qui est important, c'est l'osmolalité. Son osmolalité de base, c'est à 138. Alors après, dans les études que vous avez montrées, où les grosses hyponatrémies augmentent avec où la mortalité augmente avec les grosses hyponatrémies, c'est différent. C'est-à-dire que l'hyponatrémie devient un facteur de gravité, par exemple, des insuffisances cardiaques, etc. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu, enfin, j'ai un peu tourné, quoi. Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir au fait,
voilà, vous en avez parlé tous les deux, en fait, sur la mauvaise évaluation du poids sec, et donc sur 14% qui vous fait donnerait des valeurs correctes. Moi, je voudrais rapporter l'expérience au fait des patients greffés en post-greffe immédiat. On part sur un poids sec qui a été déterminé pendant de longues années en dialyse, et juste après, on monte parfois jusqu'à au-delà de 5% du poids du patient, même plus. Et on n'a jamais eu, pratiquement, on n'a jamais eu de surcharge. Sur ça, on a évalué sur la veine cave, on a évalué bien sûr sur l'examen clinique, etc. Est-ce que vous avez une explication à cela? Est-ce que simplement c'est juste une mauvaise évaluation, ou il y a un autre phénomène qui pourrait expliquer cela? Non, bon, le rein greffé aussi, je ne suis pas sûr qu'il ait une régulation, je ne sais pas, je pense que la vérité sera certainement intermédiaire. Pardon? Ça fait longtemps que je ne suis plus dégreffé, mais oui, ça c'est vrai, il y a des... il y a des variations, oui. Non, mais le poids sec, attendez, que le poids sec soit mal évalué, ça, je crois que dans la salle, enfin Philippe, je crois que ça, tout le monde est à peu près convaincu, quoi. Nous, à l'époque, quand même, c'était du temps de Charles Millon, c'était le rapport cardio-thoracique. Hein. J'ai greffé, peut-être qu'on le perfuse, on se laisse... Oui, c'est ça. Donc, on est un peu plus... et on a une durée... Sur le poids sec, moi, quand j'avais fait une présentation, j'avais vu qu'à la fin, avec tous les éléments là, chez les Danois, après, quand on a demandé au médecin, il faisait la radio de poumon. Il faut pas conseiller ça. Je veux juste profiter de votre expérience. Le volume sanguin rénal, qu'est-ce que vous faites devant des patients? On ne maîtrise pas toujours leur état cardiaque ici au Maroc, on n'arrive pas toujours bien les suivre, et ils ont des tensions basses. Quand on coupe le VSR, non, c'est vous. C'est le VSR à la tension artérielle. Et là, on est très loin du VSR idéal. Qu'est-ce que vous faites? On laisse aller. On a des tensions à 9, 10, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais je crois que c'est la situation la plus compliquée. Et c'est là où on retombe sur ce qu'a montré M. Scali, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des patients chez lesquels on n'arrive pas à sécher, et qui ont une hypotension. Donc, c'est les situations les plus difficiles. Je crois que là, la seule meilleure solution, c'est quand même des dialyses longues et avec des UF faibles, parce que le VSR, c'est pas des bonnes conditions pour avoir un bon refilling, là, hein. Donc, je resterai prudent. Bon, je donne la parole aux plus jeunes, là, parce que je vois toujours les gens d'à côté, là, qui prennent la main. Non, c'est pas ce que vous croyez. Si. Allez. Encore. Allez-y. Voilà, allez Nadia. Voilà. Donne à Nadia. Donc si je comprends bien sur la notion de l'anatrémie, vous conseillez l'isonatrie, la dialyse isonatrique? Est-ce qu'on peut dire simplement ça? Je crois que l'isonatrique, il faudra l'évaluer, il y a très peu d'études encore, hein. Il faudra l'évaluer, mais c'est quelque chose qui est séduisant. Je crois qu'on a tous vécu avec le sodium. Je crois que Philippe, tu montrais dans plusieurs présentations l'historique des bains de dialyse où on voit qu'on partait à 126 au départ, et ensuite on est monté jusqu'à 149. Les réa utilisent des bains très riches en sodium pour pour essayer d'avoir une meilleure tolérance hémodynamique. Je crois qu'on a tous vécu des époques où on faisait des gradients sodés, hein, je crois que le gradient sodé, c'est pas bon, parce que je suis vraiment pas sûr qu'on récupère la charge sodée qu'on a mis initialement. C'est-à-dire donc voilà. Donc là, on voit bien déjà quand on fait de la dialyse avec un bain fixe à 140 et que le patient est à 136, on va le charger. Donc si on part sur entre la dialyse isonatrique et le gradient sodique, il n'y a pas photo, c'est la dialyse isonatrique. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut à l'avenir être bon. Mais ça reste à évaluer en prospectif, en bien et tout, hein, parce qu'il y a que... J'avais juste une remarque concernant l'échographie pulmonaire, parce qu'il y a un grand débat actuellement aux États-Unis.
surtout au départ chez les grands patients urémiques, il n'est pas du tout spécifique. Des lignes KRLP qu'on va à l'échographie aux bases pulmonaires, et on les retrouve aussi chez les grands malades urémiques sans surcharge. Parce qu'il y a certaines toxines urémiques spécifiques aux poumons et aux capillaires pulmonaires qui dilatent les capillaires pulmonaires et ça donne des lignes KRLP. Donc l'échographie pulmonaire peut être un piège, en particulier au début, lors des initiations en dialyse. Donc ce n'est pas un moyen très fiable pour évaluer la surcharge, surtout au début. Les études qui l'ont utilisé comme moyen d'évaluation, c'était toujours au-delà des 3 premiers mois. Donc ça, on évite ce piège et on ne l'interprète que quand on a eu une échographie pulmonaire de base, quand le patient était estimé non en surcharge. Donc finalement, il faut un comparatif et il faut l'avoir fait au-delà du délai de 3 premiers mois d'évaluation. La deuxième question, est-ce que nécessairement une dialyse isonatrique veut dire une dialyse isoconductive? Est-ce que les deux termes se valent? Parce qu'on peut avoir des bains riches en calcium et des bains riches en magnésium. Oui, la conductivité, c'est un reflet de l'anatrémie finalement. Il y a juste quelques petites nuances sur la... Je voudrais ajouter un petit peu sur l'isoconductif et Micro. La plus proche, plus proche. C'est ma voix qui est cassée, j'y peux rien malheureusement. Donc, je disais que en différentiel sur l'isoconductif et l'isonatrique, il faut peut-être faire très attention justement à l'effet Donan. Et donc maintenant ces machines, dont le logiciel de mesure va nous donner la variabilité du sodium, mesure en fait la conductivité et par l'algorithme nous donne le sodium plasmatique. C'est pas tout à fait la même chose. Ceci étant, quand on est en isoconductif, on est toujours en isosmolaire. Ce qui permet de faire quand même, si vous voulez, entre guillemets, quand même de la dialyse où il y a 0 balance de sodium. Et donc si on est au moins en isoconductif, on est très bon. Voilà un petit peu. Donc il n'y a pas d'échange sodique. Voilà, donc je termine. Je pense que... Ah bon, il y a encore... Tarek, j'ai une petite question. Donc tu as trop bien insisté tout à l'heure sur que la surcharge avec hypotension augmente davantage la surmortalité chez l'insuffisance rénale chronique. Et donc là, je voudrais revenir sur un point très important qui a été mentionné tout à l'heure par le BNP et le pro-NT-BNP. C'est un facteur, c'est un marqueur excellent, c'est un excellent marqueur pour le dépistage de l'insuffisance ventriculaire gauche. Est-ce que, avec nos patients, donc on ne passe pas à côté de beaucoup d'insuffisance ventriculaire gauche mal diagnostiquée? Parce que souvent, le malade il est en surcharge, donc on arrête les antihypertenseurs, on arrête l'IEC ou l'ARA2, le carvedilol, parce que soi-disant, il est en surcharge. Et donc, sur notre pratique quotidienne, on voit des patients qui ont cliniquement une insuffisance cardiaque gauche. Et quand on demande une échographie, on nous répond fraction de raccourcissement supérieure à 35%, fraction d'éjection supérieure à 70%. Que vraiment, c'est... Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller très loin? C'est-à-dire travailler avec des cardiologues qui ont l'habitude, quand par exemple, vous connaissez très bien, avec plus d'une cinquantaine de services de cardiologie à Paris, les gens, ils envoient chez Metzger, parce qu'il a l'habitude du cœur de l'insuffisance. Et donc là, c'est ma question, est-ce qu'on ne passe pas à côté des insuffisances ventriculaires gauche mal diagnostiquées et non diagnostiquées? C'est une question-réponse, donc je peux dire que je suis d'accord. Et dans le schéma de synthèse fait par Chazot et Guillaume Jean, dans leur Kidney International, ils mettent ce lien avec un point d'interrogation, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Donc c'est exactement ça. Merci. Moi, ma question, j'aimerais, s'il vous plaît, si vous pouvez vraiment nous préciser le fait qu'on soit en hypotension alors qu'on est en surcharge. Est-ce que ce n'est pas paradoxal du fait que le plus souvent, on va évaluer la volémie, la surcharge par l'examen clinique, mais est-ce que ce n'est pas paradoxal qu'on soit en hypotension et considérer quand même que le patient est en surcharge, en dehors effectivement des problèmes cardiaques que le patient peut présenter et autres? Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer ce fait? C'est exactement ça. Vous avez dit en dehors des problèmes cardiaques, c'est surtout sur le problème cardiaque et de dysautonomie parfois qu'il faut insister, mais en dehors de ça, c'est l'essentiel finalement. Donc, je n'ai pas de réponse supplémentaire. Je voudrais également apporter une petite nuance à cette réponse-là. C'est-à-dire qu'en général, les malades qui sont en hypotension, qui ont en fait un faible débit cardiaque et qui sont en hypervolémie, quand vous avez des systèmes de rétrocontrôle, comme ce qu'il a montré, que ce soit le BVM ou le DVS,
etc. sur les machines. Quand vous avez beaucoup de refilling, vous pouvez quand même ultrafiltrer le malade. Et au fait, plus vous ultrafiltrez le malade, plus sa fraction d'éjection s'élève, plus sa tension s'améliore. Vous avez des malades qui arrivent avec 8 de systolique ou 9 de systolique. Une fois que vous l'avez ultrafiltré, ils vont monter en 11-12. Donc c'est pour ça qu'il faut, parfois ces instruments qui sont embarqués, ces logiciels embarqués, nous permettent quand même de mieux dialyser le malade. Bon, je pense qu'on va terminer cette session et je remercie donc tous vous tous d'abord, puis tous les orateurs.